Donc merci. Donc on m'entend, c'est bon. Oui, moi je suis Darius Engler, du coup étudiant en Ing 2. Et aujourd'hui, je vais parler un peu des exceptions en C++. Est-ce que ça marche? Ok, ça marche. Donc, si vous avez déjà fait du C++, vous avez sûrement entendu parler des exceptions, parce que c'est un des mécanismes de gestion d'erreurs principales dans le langage. Mais vous avez peut-être entendu parler du fait que c'était un peu un sujet à controverse. Et notamment, il y a pas mal de codebases qui sont compilés sans support pour les exceptions. Donc, GC serait avec le flag -f no exception. Et si on regarde au niveau des coding styles, donc les coding styles, par exemple, LLVM et Google, qui sont parmi les plus connus, bah, toutes les deux, par exemple, elles interdisent les exceptions. Et du coup, il y a plusieurs raisons à ça. Si vous voulez les raisons exactes, vous juste regardez dans les liens là. Mais il y a une des raisons qui est parfois mentionnée, c'est le fait que les exceptions, elles ont une particularité qui est qu'elles violent un peu le principe de zero overheads. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un support runtime relativement conséquent pour pouvoir les supporter, et du coup, ça a un impact sur les performances. Et ça tombe bien parce que justement, on va parler de quel est cet impact exactement. Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement quand on trouve une exception, comment ça se passe derrière. Et mes petits disclaimers, il y a forcément plein de façons d'implémenter les exceptions. Et aujourd'hui, je parlais juste avec l'ABI Itanium, avec le format de fichier ELF. Donc c'est typiquement, si vous êtes sur votre Linux et que vous compilez avec un binaire avec GCC, c'est ça qui va se passer. Mais si on prend par exemple Windows ou macOS ou n'importe quoi, en fait, ils ont leur propre système. Voilà. Mais du coup, on va se concentrer que sur l'exemple Linux GCC, typiquement. Donc, dans cette présentation, d'abord, je vais parler des problèmes qu'il y a, en fait. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'implémenter des exceptions et de voir un peu comment c'est résolu. Puis, on va regarder plus en détail le format de fichier ELF, les structures liées aux exceptions dedans. Et à la fin, je vais vite fait mentionner des alternatives qu'on a aux exceptions en C++ qui arrivent. Et voilà. Donc, on va commencer du coup par les problèmes avec les... Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué d'implémenter les exceptions? Il y a 3 problèmes dont je vais parler. Il y a le premier, c'est le problème des objets à détruire. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, si on prend un exemple de code, là, on a une fonction foo avec un try, plusieurs catch, et une fonction main qui appelle notre fonction foo, aussi dans un try catch. Mais si on se concentre sur le try là de notre fonction foo, on va voir qu'il y a 2 appels à barre. Et entre les deux, il y a un objet A qui est construit. Le truc, c'est que, imaginons que les 2 fonctions là, enfin la fonction bar, les 2 appels, ils peuvent potentiellement throw une erreur. Si on est dans le premier appel à barre, là on trouve une exception, il n'y a pas de problème. En revanche, si on est dans le deuxième appel à barre, entre les deux, on aura eu la définition de A, donc l'objet A a été construit, mais ce qui veut dire que si on rentre dans nos catch handlers, dans les catch là, en fait cet objet A va falloir le détruire. Et donc ça implique de savoir un peu quels objets ont déjà été déclarés, etc. Donc ça c'est le premier problème. Deuxième problème ensuite, c'est tout simplement en fait ces histoires de try catch là, nous dans la syntaxe c'est plutôt clair comment ça se passe, mais au niveau de l'assembleur il n'y a pas d'instruction try ou catch ou je ne sais quoi. Et du coup comment ça se passe, comment le code lui il sait comment on va se faire le control flow, comment il sait où arriver quand il y a une exception, etc. Et donc voilà, et aussi voir comment on match avec les différents types d'exceptions. Et le dernier point, c'est imaginons que là, on ait lancé une exception qui ne soit ni une runtime error, ni une std logic error. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est retourner à notre caller. Donc là, en l'occurrence, c'est notre fonction main. Et du coup, il faut retrouver le try et catch dans la fonction main. Mais du coup, ça a un problème, c'est que comment on fait en fait pour retourner à une fonction main qui on va voir que c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air. Donc, si on commence par le premier problème, en réalité, c'est un problème qui est relativement simple à résoudre.
Je l'ai mentionné parce que souvent quand on parle de gestion des exceptions, c'est souvent quelque chose qui est mentionné comme pouvant être problématique, mais en réalité pas vraiment. Parce que ce qu'on peut faire tout simplement, c'est ce que va faire GCC, c'est à partir du moment où vous avez un pattern comme ça, donc ce que j'entends par pattern comme ça, c'est du code qui peut potentiellement throw, suivi d'une déclaration de variable, suivi du code qui peut potentiellement throw. Mais il va tout simplement split les deux en fait dans deux blocs try. Et vous allez avoir une première version de vos catch handlers là, où du coup vous n'avez pas d'appel au destructeur de A. Et une deuxième version qui est identique, mais juste où il va vous rajouter le destructeur de A. Donc voilà, en fait c'est aussi simple que ça. Donc premier problème plutôt facile à résoudre. Et en plus, du coup, en faisant ça, on n'a pas vraiment de coût en termes de performance au runtime. La seule chose éventuellement, c'est que ça fait de la duplication de code et du coup ça augmente un peu la taille des binaires, mais voilà. Maintenant, si on prend les deux prochains problèmes qui sont un peu plus problématiques, donc le premier à savoir comment on trouve les handlers et comment ça se passe au niveau du control flow. Quand on a un try-catch comme ça, on pourrait avoir des checks au runtime qui disent à chaque expression, est-ce qu'il y a une erreur qui a été throw, machin, alors si oui, il va dans le catch. Sauf que ça, du coup, on aurait des if partout et ce serait ça pour le coup, ça aurait vraiment un impact. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est tout ce qui est la partie try, on va tous les mettre au même endroit. Et ensuite, chaque catch, on va les mettre en fait à la fin de la fonction. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est rajouter des métadonnées dans le binaire qui vont dire, tiens, pour ma fonction foo, j'avais un try qui se situait du coup à ligne 2 à 4 et le catch associé qui est à ligne 10. Et j'ai un deuxième try, ligne 5-7, avec le catch qui est à la ligne 15. Donc voilà, on va encoder ça dans le binaire et ensuite on va parser ça quand on va avoir un throw. Donc ça c'était le deuxième problème. Et maintenant le troisième problème, c'est imaginons du coup qu'on ait une fonction qu'on a appelée une autre, comment on fait pour aller retourner dans la fonction d'avant. Et plus généralement, en fait, c'est le même principe que quand on a des stack traces, enfin, comment on récupère des stack traces. On va voir que c'est un problème qui est assez compliqué. Si on prend le concept, donc petit rappel de x86, enfin x86-64, mais peu importe. Le stack, comment il est organisé? Il est organisé en call frame. C'est-à-dire que là, dans cet exemple, on a une fonction main qui appelle une fonction foo, qui appelle une fonction bar. Et quand vous appelez une fonction, vous faites une instruction call. Cette instruction call va push l'ancienne valeur du programme pointer, du programme counter, ou RIP en x86, sur le stack. Ensuite, vous allez voir les variables qui appartiennent à votre fonction main. Et ensuite, si vous appelez une autre fonction, là, maintenant, on est dans une autre call frame. Voilà, donc c'est divisé en call frame comme ça. Et comment on va essayer d'avoir des stack traces? Imaginons qu'on soit dans notre fonction bar. Pour retourner en arrière, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'adresse de base de notre call frame, donc juste avant le RIP là, et à partir de ça, avec les registres avec les valeurs qui sont dans notre stack, on va pouvoir retrouver les anciennes valeurs de nos registres, parce que c'est des valeurs qu'on a sauvegardées. Et avec ça, par exemple, là, on pourrait reprendre l'ancienne valeur de RBP, RIP. Et l'ancienne valeur de RIP, c'est quoi? C'est l'adresse dans foo, en fait. Et du coup, on fait ça récursivement, et c'est comme ça qu'on obtient des stack traces. Le problème de ça, c'est que à chaque fois, du coup, l'adresse de base des stack frames, elle dépend du stack pointer. Sauf que le stack pointer, il est différent à des endroits différents dans la fonction. Il est modifié parce que forcément, dès que vous faites un push ou un pop ou quoi, ça va modifier votre stack pointer. Et du coup, ce qu'on a besoin, c'est à chaque fois, à chaque instruction, plus ou moins, d'avoir des informations qui disent tiens, à cet endroit-là, mon adresse de base de ma call frame, elle est à cet endroit-là par rapport à mon stack pointer, par exemple. Et ces informations, c'est ce qu'on appelle des informations d'unwinding. Et le processus, en général, s'appelle le processus d'unwinding d'une frame. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir restaurer la valeur précédente des registres. Et voilà. Donc pour donner un exemple un peu plus visuel, si on prend une fonction test, par exemple, imaginons qu'on vienne de call notre fonction test. Donc on a une instruction call, elle va nous push notre ancienne valeur de RIP sur le stack. Du coup, on se retrouve avec la return address qui a l'adresse RSP. Maintenant, si on fait un push,
Maintenant, on a changé l'adresse de RSP. Du coup, maintenant, on a la return adresse qui a RSP plus 8, vu qu'on a diminué RSP de 8. Et vu qu'on a push RBP, l'ancienne valeur de RBP, maintenant on sait où elle est. Elle est à l'adresse de RSP. Et maintenant, si on fait move RBP RSP, ça c'est un truc qui se fait beaucoup avec 736, c'est pour avoir le registre RBP qui pointe vers plus ou moins l'ancienne valeur de RSP. Ça permet ensuite de pouvoir faire des push pop et avoir facilement la valeur de base. Mais du coup, ça veut dire que maintenant on peut adresser, on peut dire nos anciennes valeurs de nos registres, on peut dire où elles se trouvent relativement à RBP plutôt que RSP. Et voilà. Et ensuite, après l'instruction leave qui restaure la valeur du RSP et RBP, après on se retrouve en fait exactement comme si on était juste avant notre push là, avec juste la return adresse qui est RSP. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, on va voir un exemple juste après. Mais ça, du coup, c'est en gros comment ça se passe. Et maintenant, on va regarder plus exactement dans le format de fichier ELF comment sont encodées ces informations. Donc, au niveau des sections ELF, vous en avez 3. Vous avez EHFrame Header, EHFrame GCC Acceptable. On va voir plus tard ce que contiennent ces sections. Et au niveau des programmes header, on a un programme header qui pointe vers la section EHFrame Header. Ça sert juste à pouvoir accéder facilement à ces sections, parce que parser des programmes header, c'est plus facile que parser des sections header, tout simplement. Du coup, notre EHFrame Header, c'est un peu la racine de l'arbre qui va contenir toutes les informations de gestion d'exception, etc. Et le screen, ça sert à rien d'essayer de comprendre ce qu'il y a dessus, c'est juste un peu plus visuel, mais en gros, donc comme je dis, c'est pointé par le programme header EHFrame, et ça va contenir une liste de ce qu'ils appellent des frame descriptor entry. Donc des frame descriptor entry, qu'est-ce que c'est? Donc un frame descriptor entry va encoder les informations de gestion d'exception pour une fonction. Donc un FDE, pour frame descriptor entry, égale une fonction. Donc ça va contenir la range de la fonction, donc l'adresse de départ, l'adresse de fin, les informations de stack unwinding, donc les informations qui disent tiens, l'ancienne valeur de RSP, last address, l'ancienne valeur de RIP, etc. etc. Et un pointeur vers une partie langage spécifique, donc une structure qui s'appelle Language Specific Data Area, qu'on va voir juste après, et un pointeur vers un truc qui s'appelle une Common Information Entry. Ça, c'est juste pour pouvoir factoriser les informations. Parce qu'il y a des informations qui vont être similaires dans tous les FDE, du coup, plutôt qu'à chaque fois les recopier, on va pouvoir les faire pointer vers un truc qui, voilà, et ça permet de sauvegarder un peu l'espace. Et ça contient du coup des informations encore de stack unwinding, et une fonction qui s'appelle la Personality Function, qui est la fonction qui va servir à parser la partie langage spécifique. Et du coup, cette partie langage spécifique, du coup, ça c'est encore une fois, c'est les informations de gestion d'exception spécifiques à un langage. Donc ici, c'est le C++, notre langage, et pour une fonction. Et ça va être divisé en call site record dans le cadre du C++, et ça va encoder tout simplement la liste de nos try-catch. Et du coup, c'est parsé par la personality function, donc ce qui était dans les CIE là, et sous libstc++, pardon, la fonction s'appelle underscore gx personality v0. Vous avez peut-être déjà vu ce symbole si vous avez essayé de compiler du C++ avec GCC, vous avez dû avoir une erreur de linkage à cause de ça. C'est à ça que ça sert cette fonction. Mais du coup, voilà, comme je disais, dans le C++, ça va encoder les try-catch. Et en plus de ça, pour chaque catch, il y a des types associés. Et du coup, on va pouvoir encoder des filtres de type pour dire, tiens, mon catch, il gère des STD exception ou alors des STD runtime error. Voilà, maintenant, la dernière pièce du puzzle, c'est les informations de stack unwinding, là, dont je parlais avant. Ça va s'encoder avec un truc qui s'appelle des call frame instructions. Donc, c'est des instructions qui vont servir à unwind une fonction.
et elles vont calculer un truc qui s'appelle la canonical frame address, qui est tout simplement l'adresse de base de notre call frame. Et à partir de cette adresse de base, ensuite, va dire, tiens, ce registre, il se trouve à cet offset par rapport à cette adresse, etc. etc. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir retrouver les anciennes valeurs de nos registres. Et c'est comme ça, plus généralement, en fait, qu'on obtient des backtraces. Quand vous êtes dans GDB et que vous faites un backtrace, bah, c'est ces trucs qui sont utilisés. C'est en fait le même principe. Voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, si on prend un exemple pour voir exactement à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai pris du C++, je l'ai compilé. On peut mettre -s pour qu'il sorte de l'assembleur. On peut voir qu'il y a des trucs là qui s'appellent .cfi machin. Si vous avez déjà essayé de compiler du C++, vous avez dû voir ça. Et ça, en fait, bah, c'est justement les call frame instructions qui spécifient où se trouvent les registres. On peut aussi les dump depuis un fichier elf avec readelf debug dump. Voilà. Et à quoi ça ressemble? Bah, imaginons que ça soit notre fonction. Et en fait, si on prend instruction par instruction, au niveau du push RBP, là, les call frame instructions, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont dire call frame address, donc l'adresse de base de notre call frame, c'est égal à RSP plus 8. Pourquoi? Parce que on vient de push, on a fait un call, donc call, qu'est-ce qu'il fait? Il push RIP sur le stack, donc on décrémente RSP, et du coup on a CFA qui est là, qui est bien à RSP-8, du coup CFA égale RSP plus 8. Et on a du coup RIP qui est égal à... Oui, c'est ce que je viens de dire, pardon. Ensuite, on fait un push RBP. Donc là, RSP, on le rediminue de 8, ce qui fait que maintenant la call frame address, elle n'est plus à RSP plus 8, elle est à RSP plus 16, pardon. Et en plus, notre push RBP, on vient de mettre RBP sur le stack. Du coup, maintenant, on sait RBP, il est où? Il est à CFA-16. Ensuite, une fois qu'on fait move RBP, RSP, maintenant, on peut adresser par rapport à RBP, vu que la valeur, elle ne change pas jusqu'à l'instruction live. Enfin, voilà. Et du coup, tout simplement, on remplace dans les call frame instructions CFA égale RBP plus 16. Et on fait ça, et jusqu'à l'instruction live, qui, du coup, restaure la valeur du RSP et du RBP. Et du coup, on se retrouve exactement pareil que quand on était avant le push, avec notre CFA qui est à RSP plus 8 et l'ancienne valeur de RIP qui est à CFA-8. Voilà. Donc, si on résume un peu le tout, parce que je constate qu'il y avait beaucoup de mots, etc. Donc, on a notre EHFrame header qui pointe vers des FDE, donc un FDE par fonction. Chaque FDE qui a une partie qui est générale, une partie qui est langage spécifique. La partie générale va contenir les call frame instructions pour unwind la frame, donc pour trouver le caller. Et la partie C++, enfin la partie language spécifique, dans le cas du C++, va contenir la liste de nos try catch avec des filtres de type pour chaque catch. Et maintenant qu'on a à peu près tout ça, on va regarder comment gérer une exception et on va le faire manuellement. Donc pour ça, on prend un exemple. On compile un programme mydemo.elf qui contient juste un try catch et un appel à mylibfunc et une librairie dynamique mylib.so dans lequel on a notre mylibfunc, dans lequel on a juste un try catch avec un throw invade argument. Donc qu'est-ce qui se passe si on essaye de run ce programme? Juste on va voir main qui appelle libfunc qui va dans le try, qui fait un throw de invade arguments. Du coup, si on regarde le catch c'est pour un std length error. Du coup, ça ne matche pas. Du coup, on va retourner à main. On va regarder, on est bien dans un try catch de invade arguments. C'est bien l'exception qu'on a thrown. Du coup, on va aller dedans. Du coup, imaginons que maintenant, plus en détail, si on est à partir du moment où on throw l'exception. Donc là, on vient d'appeler le throw là. Qu'est-ce qui se passe? À cet endroit-là, on a du coup les registres de notre programme, certaines valeurs, et des informations sur l'exception, en l'occurrence le type de l'exception, donc invade argument dans notre exemple, et l'adresse qui est en fait juste l'adresse du RIP, là, l'adresse du PC. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est trouver le try dans lequel on est et d'accéder au catch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de choper
le hframe header, là, la racine de notre arbre, plus ou moins. Du coup, on va regarder notre memory map. Le truc, c'est qu'on a plein de trucs, en fait, vu qu'on a toutes les librairies qui sont chargées en mémoire. Du coup, ce qu'on va faire en tout début, c'est on a notre adresse là. On va itérer sur chaque entrée et regarder qu'est-ce qu'on match. On regarde, hop, on match bien mylib.so, vu que forcément on est encore dans la fonction mylibfunc. Une fois qu'on est dedans, du coup on récupère le hframe header. Avec ça, on a la liste des FDE, donc la liste des fonctions plus ou moins. Encore une fois, là vu qu'on a la range des FDE, on compare avec notre programme compteur, on regarde, hop, ça correspond à ça. Du coup ça c'est le FDE qui correspond à notre fonction mylibfunc. On rentre dedans, on a du coup nos call site record, là, du coup les listes des try-catch. Encore une fois, on regarde à quelle adresse on match. Hop, on match cette adresse. Et maintenant, on regarde les filtres de type. Sauf que là, on a quoi? On a SD length error. Sauf que nous, on a une invade argument. Du coup, ça ne match pas. Et donc, dans cette fonction, on n'a pas moyen de... on n'a pas de catch qui match... on n'a pas de catch dans lequel on peut aller. Du coup, on doit unwind et aller à notre parent. Du coup, on prend les call frame instructions de cette fonction, donc les informations pour unwind notre fonction. En plus joli, ça ressemble à ça, que CFA égale RBP plus 16, etc. etc. Et on les applique à nos registres. On fait ça, et hop, maintenant on a changé la valeur de nos registres. Et on voit qu'on a aussi changé l'adresse de notre exception, vu que forcément, en fait, elle correspond juste au RIP. Et du coup, maintenant, on va se retrouver dans le moment où on avait appelé notre fonction mylibfunc dans la fonction main. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Donc, on regarde la memory map, on regarde, hop, maintenant on correspond à mydemo.elf. Ensuite, les FDE, hop, donc ça c'est pour notre fonction main. Ensuite, la liste des try, hop, on correspond bien à ça. Et là, quand on regarde dans les filtres de type, on a bien invade arguments, qui correspond bien à notre exception. Et donc, on sait qu'on peut aller au truc qui s'appelle le landpad, là, qui est tout simplement l'adresse du catch. Donc, on sait qu'on peut résumer l'exception à 004011B6. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, juste avant de parler des alternatives à exception, j'aimerais juste parler d'un fun fact sur les call frame instructions. C'est un truc dont je n'étais même pas au courant avant de faire les recherches pour la conf. En fait, j'avais vu qu'il y avait des trucs qui finissaient en expression, là, je ne sais pas trop ce que c'était. Et dans la doc de Dwarf, du coup, c'est le truc qui spécifie comment on encode les informations de debug dans un programme, ça fait référence à des blocs, ces blocs qui sont des Dwarf expression. Ces Dwarf expression, qu'est-ce que c'est? C'est une autre table d'opérations. Et quand on regarde ces opérations, on a du coup des rots, des plus, des minus, etc. Donc on a des opérations arithmétiques logiques, mais on a aussi des branches, des greater, equal, etc. Et en fait, il se trouve que ces dwarf expressions, elles sont Turing complets, ce qui fait que les call frame instructions, de manière générale, elles sont aussi Turing complètes. Et ça, du coup, ça m'avait donné une idée, c'était du coup de faire un binaire. Si on regarde le code, c'est que ça. Donc on a une fonction main qui appelle une fonction foo, qui appelle bar qui fait juste un throw 1. Et on a un catch handler dans foo et dans main. Un qui affiche juste failure et l'autre qui affiche juste success. Et ensuite, j'ai injecté des call frame instructions dans le binaire. J'ai assemblé une dwarf expression comme ça. Et avec ça, j'ai pu faire une logique de vérification de mot de passe implémentée entièrement avec des call frame instructions. Donc là, je peux prendre mon binaire, je peux mettre des arguments random, ça va être failure. Et si je mets exactement password, donc là, à chaque fois, il prend argv1, et là, ça me met success. Et encore une fois, il y a 0 instruction x86 qui correspond à la logique de vérification de mot de passe. C'est entièrement avec des informations de debug, en fait. Et voilà, je trouvais ça assez marrant. Du coup, j'ai mis là. Et voilà. Donc, je pense que c'est un peu clair que les exceptions, en fait, c'est assez complexe. Hein. On voit que c'est quand même une grosse machine à gaz, ça va un peu dans tous les sens. Mais du coup, forcément, il y a un peu des alternatives qui commencent à arriver. Et notamment, depuis C++23, il y a SD expected, dont je vais vite fait parler. Et du coup, c'est juste un type qui peut contenir... alors, c'est pas vraiment un container, enfin, bref.
qui peut contenir un résultat dans le cas où on a un succès et un type d'erreur dans lequel on a une erreur. C'est similaire pour ceux qui ont fait du Rust à std results, donc les results en Rust c'est la même chose. Et ça se présente comme ça, c'est une classe avec une template avec un type en cas de succès, type en cas d'erreur. Et voilà, je vais te montrer vite fait à quoi ça peut ressembler à combiner avec std_visit et std_variant. Donc voilà, si on prend un exemple, on peut définir un truc comme étant un expected, donc int qui serait le résultat en cas de succès, et en cas d'erreur, on aurait un variant de, je sais pas, invalid file, find not found par exemple. Et du coup, on peut faire une fonction qui retourne un SumFuncResult, et on peut soit retourner une erreur explicitement via std unexpected, un truc d'erreur, donc find not found ou invalid file, ou alors implicitement dans le cas où on a un succès, donc avec return directement 1337 qui est un int. Et ensuite, on peut prendre la fonction, on peut regarder if res et utiliser ensuite res.value vu qu'on a l'erreur, vu qu'on a la bonne valeur, pardon. Et dans le cas où il y a une erreur, ensuite, comme c'est un variant, on peut utiliser std_visit dessus et avoir un truc pour invalid file, un truc pour find not found, etc. Donc voilà. Donc si on compare, alors très vite fait, il y a des millions de choses à dire, mais si on compare un peu avec les exceptions, ce qui est cool dans Expected, c'est que là, pour le coup, il y a vraiment zéro coût d'abstraction en fait. Enfin, il y a un coût, c'est le coût de la RAI en fait, donc les appels aux constructeurs et aux destructeurs. Et encore, avec des optimisations, ils peuvent être virés. Et du coup, dans le best case scénario, vous avez strictement zéro coût. Et ce qui est aussi très bien selon moi, c'est qu'il y a la gestion d'erreurs devient explicite en fait. Parce que pour moi, un des gros problèmes de l'exception, c'est que vous avez une fonction, par exemple dans une API, vous n'avez aucune idée de quelle exception ça peut thrown. La seule information que vous avez, c'est vous avez un keyword noExcept qui peut dire la fonction ne peut pas throw une exception, mais c'est tout ce que vous savez. Et noExcept, c'est comme const, les gens le mettent pas parce qu'ils ont la flemme. Du coup, au final, souvent, vous n'avez aucune information en fait. Alors que là, pour le coup, on a du type checking et tout. Et par exemple, dans cet exemple, si dans mon variant, là, j'avais rajouté un troisième truc qui aurait pu être retourné, en fait, si j'avais juste modifié ça, mon code, il aurait même pas compilé parce qu'il m'aurait dit ouais, mais tu l'as pas implémenté dans ton std_visit. Il m'aurait mis une erreur de compilation, et du coup, ça, je trouve ça assez cool. Voilà. Et maintenant, si on regarde un peu les désavantages, c'est qu'il n'y a pas vraiment de language feature un peu pour supporter expected. Et du coup, ça peut rendre le tout un peu verbeux, notamment en faisant de la propagation d'erreurs. En fait, si vous avez une erreur et que vous voulez juste la propager, vous avez de faire if if not res return std unexpected res.error. Enfin, c'est un peu chiant. Et en plus, ça peut pas être une expression. Mais on a peut-être des trucs qui vont sortir. Par exemple, il y avait une proposal pour ajouter un opérateur de propagation d'erreurs similaire à ce qu'on a en Rust, là, avec le point d'interrogation à la fin, pour ceux qui ont fait du Rust, qui pourrait, on ne sait pas, peut-être arriver en C++26. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas tout truc. Donc voilà, pour conclure, les exceptions C++, je pense que c'est probablement beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Ce qui est cool, c'est que c'est possible de faire sans qu'il y ait de coût dans le cas où il n'y a pas d'exception qui est thrown, mais du coup ça va quand même être coûteux dans le cas où il y a bien une exception qui est thrown. Du coup, si vous avez du code avec juste des exceptions qui sont parfois jetées, ça peut passer, mais si vous avez vraiment besoin de performance et que vous basez complètement sur les exceptions et vous avez constamment des throws, vous pouvez avoir un impact sur la performance qui est assez négatif. Voilà, et si vous couplez avec du code C++23, c'est peut-être cool de regarder à std expected. Et si vous n'avez pas de code, si votre standard il est inférieur, vous pouvez regarder TL expected, qui est une implémentation non standard de std expected, tout simplement. Donc voilà, au niveau des sources, c'est assez mal documenté, du coup il faut un peu piocher à droite à gauche et aussi un peu lire du code parfois. Mais voilà, je mets un peu. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, visiblement. Oui.
C'était exception. Genre, si t'as une erreur et que t'as aucun try catch, bah, ça va t'arrêter ton programme. Ça va te terminer et te mettre un message dans STDR et c'est tout. Mais tu n'auras aucun truc au compile time ou quoi. Bah, s'il y a d'autres questions. Ok. Ok. Bah, merci de m'avoir écouté. Et aussi votez pour Xu.